Tout d'abord, bienvenue dans cette réunion d'information concernant le dossier Stellantis et les fameux moteurs PureTech, dont vous connaissez malheureusement le manque de fiabilité, puisque si vous êtes plus de 175 ce soir, c'est bien parce que dans votre vie quotidienne, vous avez rencontré des problèmes avec ces moteurs. Alors, pour vous présenter en quelques mots qui nous sommes, vous avez Pierre Delivray qui apparaît à l'écran, qui est le jeune homme polonois et à la barbe naissante, qui est avocat depuis 3 ans maintenant et qui travaille avec moi à Toulouse. Moi, je suis à Paris et nous avons l'habitude, avec toute une équipe que vous ne voyez pas mais qui est très présente, de gérer ce qu'on appelle les actions collectives, ce qui est très inspiré des class actions à l'américaine. Et on reviendra tout à l'heure pour vous expliquer les différentes conséquences procédurales que cela peut avoir. Donc, nous avons été sensibilisés par plusieurs personnes, notamment qui sont membres du groupe Facebook qui réunit, je crois, près de 8000 personnes, ce qui prouve qu'il y a une vraie sensibilité sur ces questions, à des problèmes récurrents, réguliers que vous rencontrez avec les moteurs PureTech. Alors, je dois vous dire que moi, je ne suis pas du tout mécano. Donc, je ne sais pas du tout comment fonctionne un moteur, ou du moins, je ne savais pas. J'ai commencé à apprendre un petit peu et j'ai commencé à apprendre avec le dossier moteur Gate Renault, c'est-à-dire la première action que nous avons lancée l'année dernière et qui vise à faire constater que Renault, Nissan et Dacia avaient connaissance d'un vice de conception sur leur moteur depuis le début, depuis 2012, et qu'ils ont continué et qu'ils continuent toujours à vendre ces véhicules équipés de ce moteur, alors que ça peut poser des questions, des problèmes de santé, notamment parce qu'il y a une casse moteur. Donc maintenant, je sais ce que c'est qu'un moteur automobile, je vois à peu près comment ça marche. J'ai compris une chose, c'est qu'il y a un élément très important dans un moteur, c'est l'huile. L'huile, c'est quelque chose qui permet à la fois d'éviter des échauffements considérables, des bris de pièces, parce qu'elle sert, comme son nom l'indique, de lubrifiant, et elle va donc, comme cela, faciliter les mouvements incessants dans le moteur. Et c'est là qu'on s'aperçoit que dans le dossier PureTech, il y a un problème, et un problème qui n'est pas un problème d'entretien, comme veut le faire croire Stellantis, mais un problème de conception. Parce que, mais Pierre reviendra dans un instant sur les questions très pratiques, euh, ce moteur est équipé d'une courroie, qui est une courroie qui est en plastique ou en caoutchouc, je ne sais pas exactement, et qui, au fil du temps, se désagrège et se répand des micro-copeaux de plastique ou de caoutchouc. Le problème, c'est que cette courroie baigne dans un bain d'huile, et la même huile qui va être utilisée à l'intérieur des moteurs. Et donc, ça veut dire que au fil du temps, l'huile va se charger en déchets microscopiques ou pas, parce que quand on a vu certaines photos, ils sont pas du tout microscopiques, et cela va avoir un effet extrêmement abrasif et qui remet en cause les qualités propres de l'huile. Ça a pour conséquence des tas de problèmes plus ou moins graves. Les problèmes les moins graves, c'est juste que ça se bouche et ça peut entraîner quand même un serrage du moteur, une casse moteur, mais ça peut aussi entraîner, et je pense que Pierre va revenir là-dessus, des problèmes de sécurité, parce que cette huile contaminée peut avoir des interactions avec le système de freinage. Ça, c'est le contexte général. On a donc on a commencé à chercher, on a réuni pas mal d'informations déjà, on a des preuves, et la question qui nous est posée en tant qu'avocat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, consommateurs, puisque je me mets avec vous, pour à la fois se faire respecter et au final être indemnisé des différents préjudices dont on souffre. Et c'est là qu'on vous propose euh, une solution qui, me semble-t-il, commence à faire ses preuves. Oui, je reste prudent. Et c'est ce qu'on appelle la class action. Qu'est-ce que c'est qu'une class action? C'est de réunir des tas de personnes qui ne se connaissent pas. Je pense que vous êtes répartis sur tout le territoire national qui ont un même problème, qui sont soumis à un même préjudice, qui trouve sa source dans le même comportement fautif de l'industriel
Et donc, en se réunissant, vous allez pouvoir réussir d'abord à vous faire respecter, ensuite à réussir à prouver ce que vous dites, ce qui est très important en droit, et au final, soit par la négociation, soit par une procédure, obtenir réparation de vos préjudices. Et donc, l'idée que nous avons mis en place, et si vous allez sur le site qui est maintenant ouvert, qui est myleo.legal, myleo.legal, vous verrez qu'on a mis en place une analyse du dossier, on donne quelques pistes d'action, et on vous propose de nous rejoindre dans cette action collective. Ce n'est qu'une information, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a aucune obligation de nous rejoindre. C'est mieux si vous êtes nombreux. Et donc, dans la procédure telle qu'on l'a prévue, qu'on l'a imaginée, voilà, Pierre a partagé dans le chat le lien exact. Dans la procédure telle que l'on a imaginée, on a imaginé 2 temps. D'abord, on a dit qu'il fallait réunir au moins 1000 personnes pour qu'on soit crédible vis-à-vis de Stellantis. Petite parenthèse, dans le dossier contre Renault, nous sommes déjà 2500. Donc, je pense que comme il y a plus de véhicules qui sont concernés dans le dossier Stellantis, vous pouvez atteindre assez facilement les 1000 personnes. Deuxième élément, si nous sommes 1000 personnes d'ici à la fin de l'année, nous prendrons contact avec Stellantis pour leur dire, voilà, nous représentons ces 1000 personnes et nous souhaitons trouver une solution qui soit une solution rapide et pérenne compte tenu de tous les préjudices qu'ils ont subis. Je ne peux pas vous garantir que Stellantis va donner suite. En revanche, ce qui est certain, c'est que plus on sera nombreux et plus on fera de bruit, plus ils auront intérêt pour leur image de marque et pour les conséquences que ça peut avoir en termes d'information du public, de nous répondre. S'ils ne nous répondent pas, ce qu'on a fait Renault, eh bien, on passera dans la phase 2 de l'opération qui se consistera à faire une procédure. Et là, on est prudent. On ne veut pas vous amener dans des procédures qui peuvent être longues et on veut d'abord récupérer un certain nombre de preuves qui sont détenues par Stellantis. Notamment, je donne un exemple ou deux, ce qu'on appelle les rapports qualité qui doivent nécessairement être faits chaque année et qui vont permettre à Stellantis d'améliorer son système de production et de SAV. Ces rapports existent et ils contiennent des informations capitales sur le fait que Stellantis savait depuis quasiment le début qu'il y avait un problème sur ses moteurs et que pourtant ils n'ont pas voulu ou n'ont pas su prendre en considération vos réclamations. Et donc, c'est la proposition globalement que l'on fait. Peut-être que je vais laisser la parole un petit peu à Pierre pour qu'il la complète. Et surtout, je vous invite à aller regarder ce qu'on a fait sur myléo.legal, de le lire tranquillement et de nous poser les questions que vous voulez. Un point qui est important, mais malheureusement, je suis obligé de le dire, c'est que une procédure judiciaire, il y a ce qu'on appelle au moins un aléa temporel. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs la stratégie de ces industriels, c'est de jouer le temps contre vous. Mhm. C'est-à-dire de faire en sorte de faire durer la procédure pour justement vous décourager. Et ce découragement, on peut passer outre justement parce que vous êtes nombreux et parce qu'au final, ça va coûter beaucoup plus cher à l'industriel le fait de vous maltraiter. Donc l'important, c'est encore une fois, me semble-t-il, et je pourrais vous citer des exemples où ça a marché, l'action collective, le regroupement des demandes, ça pèse dans le choix des industriels et ça peut vous permettre de gagner du temps. Dernière chose aussi importante, c'est que si vous partez de manière individuelle, vous allez devoir faire des expertises individuelles de votre véhicule. Et ça a un coût considérable qu'en plus, vous ne pouvez même pas faire supporter par votre assurance. Alors que dans la gestion collective du dossier, on va démontrer que c'est un vice qui n'est pas propre à votre véhicule, mais qui est un vice récurrent, sériel ou de conception, et que donc c'est bel et bien la responsabilité du constructeur qui est en jeu. Pierre, si vous voulez ajouter quelques éléments à ce que je viens de dire. Alors peut-être faire un rapide
points, on va dire, techniques, mais sans rentrer dans trop de complexité mécanique. Alors simplement, je crois que ça avait été évoqué lors de la précédente réunion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que alors à la base c'était PSA, en 2012, quand ils ont commencé à réfléchir sur la conception de ce moteur, il faut comprendre qu'ils ont dû faire face à une évolution, notamment de la réglementation européenne par rapport à des questions environnementales. Donc, c'est les normes Euro 5 et surtout la norme Euro 6 qui est entrée en vigueur durant l'année 2014, qui va pousser finalement donc PSA, qui après deviendra Stellantis, mais de la même façon, tous les constructeurs comme Renault, etc., à modifier la structure même de leur moteur. Et finalement, pour pouvoir respecter ces normes, il faut qu'ils diminuent la puissance de leur moteur, mais tout en gardant pour les conducteurs et les consommateurs, finalement, la même sensation de puissance du véhicule. Et donc, finalement, ces moteurs, donc une des techniques, vu qu'en fait, on va diminuer le plus souvent le nombre de cylindres. Donc, par exemple, là, les PureTech, c'est des moteurs 3 cylindres. Une des techniques, c'est notamment, en fait, donc je simplifie beaucoup les choses, mais donc cette courroie de distribution en caoutchouc, grosso modo, en fait, c'est de faire tourner cette courroie plus rapidement pour que ensuite votre moteur puisse avoir quasiment autant de puissance que sur les anciens véhicules que vous avez pu avoir dans les années 90, etc. Et donc, une des difficultés, c'est que à laquelle a dû faire face Stellantis, c'est que finalement, cette courroie elle va très rapidement en fait comment dire, quasiment se désagréger puisque en fait, en augmentant en gros le rythme des tours de la courroie, vous avez finalement une courroie donc, qui va être fatiguée. Et donc cette usure prématurée, le souci que l'on retrouve dans vos véhicules, c'est que finalement, vous allez avoir des micro-copeaux de cette courroie de distribution donc, qui est en caoutchouc, qui va se retrouver dans l'huile du moteur. Puisque, alors sans rentrer là encore dans des détails trop techniques, mais cette courroie de distribution, elle est immergée dans de l'huile. OK? Et donc, à partir de là, la difficulté, c'est que ces petites particules, ces microcopeaux que vous avez finalement dans l'huile, et bien après, ça va pouvoir imprégner plusieurs endroits en fait dans votre moteur. Et surtout, là où ça peut être plus embêtant, c'est que parfois même le circuit donc de lubrification de l'huile, vous allez pouvoir en fait, après une usure d'autres pièces, va pouvoir en fait rencontrer, et là c'est là où ça devient dangereux, parfois de l'essence. Et donc, vous avez, alors c'est là où, c'est pour ça que cette procédure, notamment de demande de pièces, va nous permettre justement de mieux comprendre, alors à la fois les causes de cet usage, de cette usure, pardon, prématurée de la courroie, mais surtout de mieux comprendre en fait les conséquences, puisque certains d'entre vous vont avoir eu des problèmes de freinage, mais d'autres vont avoir eu des problèmes totalement différents. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu deux rappels. Il y en a eu un premier donc Alors, en novembre Pierre, tout ça est expliqué en détail. Tout ça est expliqué en 2020. détail sur le Maïléo. Je pense qu'en Mais plus, ce les qu'il faut bien gens. comprendre, c'est que il faut pas, c'est pas parce que vous n'avez pas du coup on va dire les symptômes qui sont décrits par exemple dans les rappels, et je pense notamment en fait à la problématique de freinage qui est celle qui est visée dans le rappel, mais ça s'explique simplement par le fait que quand il y a un problème de freinage, les constructeurs sont normalement obligés de faire des rappels. Mais donc, et d'ailleurs, je pense que voilà, hein, les différents témoignages que vous avez pu poster sur le groupe Facebook ou etc., démontrent que vous avez pu avoir des problèmes qui peuvent être totalement différents. Et Alors, donc, c'est pour ça que déjà, nous, avec les remontées que vous allez nous faire, on va pouvoir estimer effectivement quelles sont les conséquences sur ce moteur. Et surtout, après, c'est l'idée vraiment, ça, des procédures. Donc, notamment, en fait, de la procédure qui s'appelle, donc, qui est l'utilisation de l'article 145 du Code de procédure civile, qui nous permet finalement de demander
des documents donc à Stellantis pour pouvoir après avoir finalement des pièces qui vont prouver que Stellantis en fait avait conscience de ce problème et surtout qui vont pouvoir, on l'espère, être utilisées pour ensuite en fait obtenir une indemnisation de votre préjudice. Il est sûr que si vous ne faites rien, vous n'obtiendrez rien. L'idée de l'action, c'est justement de se faire à la fois respecter par Stellantis, que vous ne serez pas isolé, et de ensuite avoir des éléments que vous pourrez utiliser soit dans vos dossiers individuels si vous ne voulez pas continuer l'action collective, soit de l'utiliser dans l'action collective qu'on va mener. Premier élément. Deuxième élément, on me dit, mais si ma voiture a plus de 5 ans, la garantie des vices cachés ne fonctionne plus. Ce n'est plus tout à fait vrai, puisque vous avez eu une décision de la Cour de cassation qui a été rendue cette année, qui a fait courir le délai de 5 ans, non pas du jour de la vente, mais de la découverte du vice caché. Donc, ça, c'est un premier point. Ça veut dire que vous avez euh, la possibilité d'agir même si votre voiture a plus de 5 ans. D'accord? Mais ce que vous devez retenir également, c'est que dans notre idée, même si ce n'est pas encore complètement établi, on ne va pas forcément partir au civil. Parce que le juge civil va avoir tendance à demander des expertises individuelles de chaque véhicule, ce qui va être très compliqué. Si nous obtenons, par la procédure que vient d'indiquer Pierre, des preuves suffisantes que Stellantis connaît les risques sur ses moteurs depuis plusieurs années, ce qui semble être le cas, au moins depuis 2014-2016, et qu'il n'a rien dit avant les rappels de 2020, qu'il a continué à vendre ses véhicules en connaissance de cause, en vous plaçant devant une situation de dissimulation d'informations capitale. Si on vous avait dit que votre véhicule pouvait avoir des problèmes de viabilité ou de sécurité, je ne suis pas certain que vous auriez acheté ce véhicule. Donc, ça a une influence déterminante sur vos choix. Et donc, tout cela en droit, ça se traduit par le fait qu'on peut poursuivre Stellantis non plus au civil, mais au pénal. Et dans ce cas-là, l'enjeu pour Stellantis est beaucoup plus conséquent, ce qui peut aussi la mener à réfléchir, à discuter avant de se faire condamner. C'est pas en soi rédhibitoire, parce que, comme je viens de le dire à l'instant, ce qui est visé, c'est pas l'usage du véhicule, c'est la conception. Or, on a des éléments déjà dans le dossier qui nous permettent de considérer que ces véhicules qui ont été ce qu'on appelle downsizing, c'est-à-dire réduits en taille, qui ont perdu une soupape, pas perdu, ils ont été réduits en taille pour respecter les normes environnementales, eh bien, ces moteurs ont été en fait conçus soit trop vite, soit un peu à l'arrache, ce qui fait que des conséquences sur le moyen et long terme n'ont pas été anticipées et que le fabricant a transféré vers le public, vers le consommateur, le risque d'exploitation de ce véhicule. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est sanctionnable de manière judiciaire. Souvent, quand ils font des changements de moteur de prise en charge partielle, ils vous font signer des documents par lesquels, il faut voir comment il est rédigé, c'est ça le problème, par lesquels vous renoncez à les poursuivre en échange d'une prise en charge. Tout Mhm. dépend comment est rédigé le document. S'il y a marqué les expressions transaction et renonciation à agir contre eux, vous allez avoir plus de mal à agir contre Stellantis. Si en revanche c'est juste une prise en charge à titre commercial sans autre précision, là vous pouvez agir à titre préventif. Alors, ce qui est normal, c'est en droit, c'est pas grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. De la même façon que lorsqu'ils font des rappels, quand ils changent la courroie, c'est pas normal, parce que la courroie, certes, elle va pouvoir tourner, mais l'huile est toujours, j'allais dire, frelatée, elle est toujours pleine de copeaux ou de micro-coupures de plastique ou de
de plastique. Et donc, ça ne résout que très partiellement votre problème. Donc, le moteur reconditionné, c'est parce que malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas la place dans le bloc moteur de le remplacer par des moteurs plus grands ou qui seraient différents. Or, depuis 2012, il me semble que chez Stellantis en tout cas, tous les moteurs pour leur gamme de véhicules de ce type, ce sont les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'ils vous proposent du reconditionnement. Mais en soi, ça ne vous protège pas tant que ça. Non, Pierre, non, si vous en voulez. fait, la problématique, si je me permets de réagir, c'est qu'aujourd'hui, Peugeot fait un moteur PureTech 1,2 litre à chaîne. D'accord? Oui, Et Bon, c'est ça là, depuis 2022. et c'est là que je comprends pas la démarche de dire on vous reprend un moteur reconditionné et on vous change et au final, dans 2 ans, vous allez être embêté de la même manière. Donc le seul avantage pour nous, c'est qu'on revend le véhicule en état à un acheteur et à mon avis, moi personnellement, je m'oriente vers une reprise par un garage pour pas embêter le futur propriétaire. Mais mhm. quelque part, on est lésé sur la valeur du véhicule parce que les garagistes sont tout à fait au fait du problème. Parce que ça, c'est tout à fait, vous avez raison, ça fait partie des préjudices que vous subissez. Donc, il y a un préjudice qui est matériel, parce que si vous devez prendre en charge la réparation toute ou partie du moteur, c'est un préjudice. Vous avez un préjudice qu'on appelle moral, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez conduit un véhicule qui peut avoir un problème mécanique grave, y compris sous les freins. Donc, vous êtes en danger au titre de la sécurité. C'est un préjudice moral. Vous avez aussi un préjudice matériel ou économique qui est celui que vous venez d'indiquer, qui est un préjudice qui fait que, je dis n'importe quoi, votre véhicule à l'Argus devrait valoir 12, mais parce que vous ne savez pas comment vous en débarrasser, il n'y a pas d'autre mot, vous acceptez de vous en débarrasser pour 5. Et la différence entre les deux, et bien évidemment, est une perte pour vous qui est imputable principalement à au comportement du constructeur. Donc, ce que j'entends et ce que je vais essayer de traduire de manière plus générale, c'est Oui. que très classiquement, le constructeur essaye de vous faire porter le chapeau en disant que vous êtes en retard dans la révision, que vous n'avez pas utilisé la bonne huile, que vous n'êtes pas passé par le réseau, et ils essayent de faire croire que c'est à cause de cela qu'il y a les problèmes. Et de l'intérêt justement de l'action collective, et après je passerai la main à Fabrice, qui avait la main, l'intérêt de l'action collective, c'est justement par exemple, de faire en sorte qu'il y ait une expertise judiciaire opposable à Stellantis et pouvant être utilisée par tous les participants. D'accord? Donc, quand vous êtes seul face à Stellantis ou à votre garagiste, il est en position, je vais dire, de pouvoir parce qu'il sait des choses que vous ne savez pas. Mais justement, en étant plusieurs, on les bloque dans leurs contradictions, dans leurs approximations, et on peut démontrer que donc ils mentent, ce qui en soi, face à un consommateur, est encore plus grave. Ça veut dire que vous avez, vous, fait déjà une expertise. Oui, moi j'ai eu une casse moteur. Il y a eu vu que j'ai une assurance, j'ai eu de la chance d'avoir une assurance. Donc, il y a eu ça a été, on a mandaté un expert. Bon, Et après, c'est un voilà. expert d'assurance. Voilà, oui, j'ai un dossier d'expertise. Donc, c'est pour Alors, savoir si vous en aviez besoin pour que je vous le transmette et à quelle adresse, si c'est alors, voilà. tout ça, c'est expliqué, détaillé sur le site internet myleo.legal. OK. Quand vous êtes quand vous inscrivez à l'action, on vous demande un certain nombre de pièces obligatoires. Et si vous avez des pièces comme cela supplémentaires, vous pouvez nous les transmettre. Et quand vous êtes inscrit, vous êtes en contact permanent avec des membres d'une équipe qui vous orienteront, qui vous répondront à vos questions pratiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un problème de conception ou un problème de vie sérielle. C'est-à-dire que peu importe le bon ou mauvais entretien du véhicule, le problème survient de toute façon parce que la courroie, quand vous utilisez le véhicule, va se désagréger et à partir de là, va contaminer l'huile moteur. Donc, même si vous ayez fait les révisions dans les temps, si je fais par exemple une comparaison avec le dossier Renault, on a des gens qui étaient mais qui respectaient parfaitement les dates de révision, la qualité de l'huile qui allait dans le réseau. Donc, ils avaient tout bien et pourtant, ils avaient quand même des casses. Donc, ça veut bien dire que le problème, il n'est pas lié à l'entretien, il est lié à la conception
et à la fabrication du véhicule, du moteur. D'accord? Donc, c'est évident que systématiquement, les constructeurs essayent de se cacher derrière cela, mais nous, et c'est l'intérêt de l'expertise qu'on pourra faire globalement et collectivement, on pourra les contraindre, les contrer et montrer leurs contradictions. Vous avez à minima un préjudice moral parce que vous conduisez un véhicule qui peut Appelle-le. casser à tout moment et qui vous met en danger. Donc, vous avez ce qu'on appelle le préjudice moral. Vous avez ensuite la possibilité, mais ça va dépendre de chaque dossier, d'avoir un début de surconsommation d'huile. Et donc, cette surconsommation qui est anormale peut être indemnisée. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté, je dépense aujourd'hui plus d'huile pour le véhicule que d'essence. C'est pas normal. C'est pas comme ça que ça marche d'habitude. Donc là, pareil, on fera un total sur la durée d'exploitation. Il faudra essayer de prouver que vous avez bien consommé, je sais pas, un litre d'huile tous les 1000 kilomètres. Et ça fera un préjudice. Et puis, encore une fois, peut-être ça, c'est pas encore validé, mais on pourrait considérer aussi que si vous avez donné l'information complète sur la nature du fonctionnement de ce véhicule, vous ne l'auriez pas acheté. Et donc, vous êtes en mesure de réclamer la résolution, en droit, ça s'appelle la résolution, c'est-à-dire l'annulation de la vente et de récupérer le prix que vous avez payé, déduction faite peut-être quelques euros de moins parce que vous l'avez utilisé quelque temps. Donc, même si le préjudice n'est pas réalisé, vous avez en réalité déjà un préjudice. Pour le moment, et tout est détaillé sur le site, donc je vous invite à aller regarder. On a prévu deux étapes. Deux étapes et demie. Une première étape qui est de dire on est 1000 voire plus à se plaindre, on veut discuter avec quelqu'un de compétent chez Stellantis. On verra si on y arrive, et si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on passe dans une phase procédurale. Dans la phase procédurale, on est pour le moment dans la phase de recouvrement de pièces et de preuves contre Stellantis. Vous prouvez que, un, ils savaient, que deux, ils nous ont caché des choses, et que donc ils vous ont trompé. Et ça, pour faire toute cette action, ah oui, le demi, c'est le fait qu'on ira aussi chercher, via ce qu'on appelle la procédure CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire obtenir des documents qui sont entre les mains des administrations. On ira aller chercher auprès des administrations des éléments qui ont été communiqués par le Stellantis aux différents ministères, notamment pour obtenir leur agrément et pour essayer de voir s'il n'y a pas des contradictions entre ce qu'ils ont dit au ministère de l'Industrie et la réalité. Donc, ça, c'est une phase préparatoire qui permettra qui permettra de préparer la suite. On ne sait pas encore, on sait pas encore. On sait qu'on est obligé de passer par une procédure s'ils ne veulent pas négocier, et on pense qu'on ira plutôt dans une procédure pénale parce que c'est plus efficace qu'une procédure civile. Et ça, on le vous dira le moment venu. C'est une bonne question, mais c'est parce que il est plus facile pour nous d'attaquer une cible qui est à l'origine de tout d'attaquer 500 garagistes. Si on devait attaquer 500 garagistes, on ne pourrait pas vous le faire pour 150. On serait obligé de le faire beaucoup plus cher. Or, ce que nous voulons, c'est la force du nombre. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'en termes de procédure, de justice, c'est que chaque fois que vous allez avoir des gens différents à vous attaquer, chacun va pouvoir développer sa propre argumentation. Et donc, la durée de la procédure va s'étendre à l'infini. Et juste pour Ouais. rebondir, en fait, quand on fait une procédure où on va négocier avec Stellantis, c'est simplement que Peugeot et en gros PSA n'existe plus juridiquement et ça a fusionné en fait dans Stellantis. Donc, si vous voulez finalement vous attaquer à Peugeot, il faut s'attaquer à Stellantis. Ça, c'est juste en termes Ok. de, c'est la forme juridique des. Le problème, ça me permettra en même temps de répondre à une autre question que je vais passer dans le chat. C'est un Oui, problème, ce qu'on appelle de preuve. Quand vous dites il savait, encore oui. faut-il que Comment il moi j'apporte savait? la preuve.
Oui, mais il faut que j'apporte une preuve au juge pour dire qu'il savait et que je dois D'accord. déterminer avec précision depuis quand et Ah, quelle est d'accord. C'est le l'étendue depuis de la quand, j'ai connaissance. pas entendu. D'accord. Et l'étendue de la connaissance. Donc, il Mm, faut qu'on soit très précis mm, dans cette démonstration. Un mm, dossier se gagne ou se perd sur la preuve. Donc, c'est pour mm. ça qu'on est obligé de passer par cette phase D'accord. C'est le préparatoire. depuis quand, pardon, mais j'avais pas entendu Voilà, parce que dans c'est cette notion. indispensable. D'accord. Parce que Euh, on peut pas venir devant nos juges en disant nous sommes victimes et nous vous réclamons réparation. Il faut montrer la faute, il faut montrer votre préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Vas-y. Puisque, en fait, une des difficultés, c'est que le rappel était fait pour certaines conséquences. Et en fait, la difficulté, c'est que si ne se sert que de ce rappel, eh bien, il y a plein de personnes qui vont être mises de côté. Et effectivement, je vois des gens qui commentent dans le chat qui ont très bien compris que, d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains n'ont pas fait l'objet du rappel. Et surtout, si on reste avec ce rappel-là, ça va finalement bloquer le problème aux personnes, par exemple, qui ont eu des problèmes de freinage, alors que finalement, nous, ce qu'on va chercher à démontrer, c'est que le problème est beaucoup plus large, et comme vous l'a dit Maître Legvac, c'est un problème de conception du moteur qui touche, ben, là, quasiment l'ensemble, en fait, de la flotte des véhicules qui ont été mis à disposition des consommateurs. Sur la crépine, je confirme que ça permettra de prouver aussi qu'ils ont été défaillants dans la gestion du risque et dans la gestion du SAV en quelque sorte. Donc cette faute supplémentaire, en plus de la faute de conception, vient permettre de justement justifier la prise en charge et les réparations. Elle est très importante et c'est une question qu'on pose systématiquement aux avocats. Sauf que je ne peux pas vous répondre. On peut espérer, mais et je vais être même en disant ça très, très optimiste, on n'aura pas une réponse avant 2025. Ça peut vous paraître très lointain, mais il faut que vous compreniez qu'en face, leur tactique, c'est justement de jouer la montre. Et donc, alors, sauf sauf s'il y a une transaction ou s'il y a une négociation globale en 2024. Mais quand la procédure est lancée, entre les délais d'encombrement des tribunaux et le fait qu'ils font tout pour que on perde du temps, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir une décision ou une condamnation en 2025. Je suis désolé de dire ça, mais c'est une réalité, et c'est une réalité qui se posera de toute façon, y compris si vous faites une procédure individuelle. C'est-à-dire que dans le code des procédures individuelles, malheureusement, ça prend énormément de temps, et d'autant plus de temps que vous devez faire des expertises, qu'il est difficile de trouver des bons experts, et que les experts sont débordés, et le temps que font l'expertise et qui rendent le rapport, il y a parfois 6 mois qui passent, où il ne se passe rien, on attend le rapport de l'expert, et une fois que le rapport de l'expert est rendu, il faut encore revenir devant le tribunal, et là, on perd un temps considérable. Vous posez une bonne question, mais on n'est pas aux États-Unis. On ne peut pas faire venir à la barre une personne qui connaît des informations pour l'interroger et pour lui faire sortir du nez la vérité. C'est pour cela que la procédure qu'on propose, c'est d'aller chercher les pièces qui existent, les rapports d'audit qui existent. Je vous disais, chaque année, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ils font des audits de qualité. Le point de départ de l'audit de qualité, ce sont les réclamations des clients. On a déjà des documents internes qui prouvent qu'ils avaient établi une grille de lecture pour réagir suivant la gravité des réclamations clients. Donc, ça prouve bien qu'ils avaient connaissance, qu'ils avaient mis en place un traitement de ces problèmes. Mais c'est qu'un élément, on voudrait en avoir d'autres pour justement montrer qu'ils ont fait prévaloir leur intérêt économique sur celui des consommateurs. Pour vous répondre, monsieur, j'ai un peu la même réponse que pour les garagistes. Peut-être qu'on pourrait reprocher aux services de l'État de ne pas avoir bien fait leur travail. Mais si on fait une procédure contre l'État en responsabilité, alors là, on part pour une durée très très longue et en plus, l'indemnisation sera très très faible parce que les tribunaux administratifs, sont pas très généreux. Ça, c'est le premier élément. Sur la sécurité, c'est en effet un point très important, ce qui fait qu'en fait, tout conducteur de ces véhicules a un préjudice. C'est un premier élément.
Deuxième élément, c'est que parmi les pistes que nous évoquons, que nous étudions avec Pierre, il y a ce qu'on appelle l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Parce que, en connaissance de cause, il laisse circuler un grand nombre de véhicules, comme vous venez de le dire, qui sont potentiellement dangereux. Et donc, ils mettent en danger non seulement la vie du conducteur et des passagers, mais aussi des autres usagers de la route. Et ça, c'est répréhensible. Il y a un texte du code pénal qui le prévoit. Encore faut-il que nous apportions suffisamment de preuves matérielles pour convaincre un tribunal. Je ne voudrais pas qu'on fasse toute cette procédure et que le tribunal nous dise, au bénéfice du doute, eh bien, je ne peux pas condamner parce que ça leur ferait trop peur de condamner à la fois un groupe industriel et surtout sur une question aussi grave que celle-là. Dans un premier temps, j'aurais tendance à vous dire que sur cette phase de recherche d'informations, ça ne vaut pas la peine pour vous. D'accord? En revanche, quand on aura réuni suffisamment d'informations et qu'on passera à l'offensive sur l'action en responsabilité, là, vous pourrez intervenir parce que le constructeur est situé en France. Et donc, le tribunal compétent sera le lieu de fabrication du véhicule, c'est-à-dire la France. Ok. Mais si, par exemple, vous aviez une Maserati, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure de Mehdi, je crois, eh bien, si la Maserati est en fabrique en Italie, on ne pourra pas se retrouver devant une juridiction française parce que les règles de compétence ne le permettent pas. Donc, si votre véhicule est un véhicule Stellantis Ouais, de type fabriqué Peugeot. en France, vous pourrez Mhm. venir avec nous. Ok. Mais il faudra attendre un petit peu parce que encore une fois, mon souci principal, même si je suis un petit peu dans une situation inconfortable où j'aimerais aller très vite et vous pouvoir trouver une solution qui satisfasse tout le monde dans l'année 2024, je ne veux pas non plus vous placer dans une situation de risque. Et pour cela, je suis obligé de prendre la précaution d'avoir toutes les preuves, j'allais dire toutes les cartouches dans mon escarcelle pour pouvoir tirer un coup gagnant. D'accord. D'accord? Et donc, on peut Puisqu'on- suivre la chose et vous rejoindre en Voilà. temps Tout à voulu. fait. Et puis, si l'association est créée par nos amis, elle pourra avoir un peu une dimension européenne, parce que bien évidemment, ces véhicules ne sont pas vendus qu'en France. Oui. Je peux vous dire, par exemple, que dans le dossier de Renault Motorgate, on leur fait le même discours et on est ouvert à recevoir des participants venant de tous les pays de l'Union européenne. Parce que justement, on va saisir le moment venu le juge pénal français, puisque Renault, dans ce cas-là, a son siège à côté à Boulogne-Billancourt, pardon. Ok. Et vous n'avez pas besoin de nous pour atteindre les 1000 personnes. Vous pensez que vous les atteindrez rien qu'avec les Français, en fait. Ce soir, vous étiez plus de 280 à un moment donné. C'était la pointe de la réunion, ce qui est considérable. Oui, Donc, ça je va. pense que entre le travail que va faire l'association, les réseaux sociaux, la presse et puis tout ce qu'on va mettre en place dans les jours qui viennent, je pense qu'on va pouvoir atteindre assez facilement les 1000 personnes et même les dépasser. Encore une fois, regardez dans le dossier Renault, ils sont à 2500 maintenant. Alors, je dirais pas que c'est un aveu, c'est peut-être un indice que leur plan de départ n'était pas adapté. Et à partir de là, on va pouvoir justement, par exemple, questionner pour savoir mais pourquoi l'avez-vous fait évoluer et quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour le faire évoluer. C'est un point de départ qui paraît intéressant. Je pense que Pierre a dû le noter parce que ça nous permettra de voir toute la structuration interne chez Stellantis qui a abouti à cette modification. Alors, première réponse, c'est vous qui avez la liberté de choix de votre avocat. Vous pouvez prendre l'avocat proche de chez vous, ou vous pouvez venir avec nous. D'accord? Après, en termes de bonne gestion de votre procédure, j'aurais tendance à dire on boxe pas dans la même catégorie. C'est-à-dire que dans votre dossier individuel, surtout si vous avez un début d'expertise assurantielle, vous allez pouvoir peut-être avancer plus vite. Et encore, parce que connaissance Stellantis, la première chose qu'ils vont vous dire, ils vont vous dire que votre expertise d'assurance ne vaut rien, qu'il faut recommencer une expertise judiciaire
il va faire des coûts importants. Il faudra vérifier si votre assurance est pas en charge. Et une fois que vous aurez le rapport d'expertise, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, une fois que vous avez le rapport d'expertise, vous n'avez pas encore terminé et vous avez l'obligation de revenir dans le tribunal, etc., etc. L'intérêt de l'action collective, c'est justement d'éviter, dans chaque dossier individuel, de partir en expertise individuelle. Parce que on va expliquer que c'est un problème de conception générale qui se répercute, qui est récurrent, etc., etc. Et que volontairement, Stellantis a dissimulé l'information pour justement diviser pour mieux régner, en quelque sorte. Parce que c'est plus facile pour Stellantis d'avoir 10 procédures individuelles partout en France avec des gens qui ne se communiquent pas, plutôt que d'avoir une seule procédure en un seul endroit où vous avez des centaines, voire des milliers de personnes qui sont, je vais dire, dirigées par un même groupe d'avocats qui ont une vision globale de l'affaire. Mais moi, je peux vous dire que ça, après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Et au final, je ne suis pas certain que l'une ou l'autre soit le plus rapide. D'accord. Ça va être kiff-kiff bourricot. Ok. L'avantage, le dernier truc, hein, pour faire un peu de commerce, entre guillemets, en souriant, si jamais un membre du conseil de l'ordre nous écoute, c'est que nous, on va d'abord essayer de passer par une phase de négociation. Et on a peut-être une chance d'y arriver parce qu'on sera plus nombreux. C'est tout. Ouais. Ce qu'il faut que vous voyez aussi, c'est que en participant à l'action collective dans l'état où elle est aujourd'hui, ça ne vous empêche pas, le moment venu, de faire une procédure de votre côté individuelle au fond. Vous pouvez Ok. faire dans ce cas-là, vous pourriez cumuler les deux, en quelque sorte. Et toutes les informations qu'on va récupérer dans l'action collective, elles seront partagées et elles seront utiles à tous. On peut vous expliquer avec Pierre, par exemple, que on a récupéré dans le dossier Renault des informations très intéressantes sur comment ils avaient créé ce qu'ils avaient appelé une task force, un groupe de travail pour justement répondre aux problématiques qu'ils avaient rencontrées dès depuis 2015 et pour lesquels ils n'ont trouvé aucune solution, mais ils n'ont jamais rien dit ça, ils n'ont jamais dit ça à personne. Donc après, une fois qu'on a ces informations, vous pouvez les utiliser pour dire, voilà, moi j'estime, je veux pas partir au pénal, le pénal c'est sale, je préfère partir au civil, mais dans ce cas-là, vous partez avec votre avocat. D'accord. Et c'est ce que moi j'appelle, qui est très important à mes yeux, la liberté de choix. C'est pas moi qui dicte votre comportement, c'est chaque client. Ouais. J'ai une Ouais. autre expression pour expliquer ça, c'est ce que j'appelle le singulier pluriel. C'est-à-dire que on agit à la fois tous ensemble, mais à chaque étape de la procédure, c'est vous qui décidez si vous continuez ou si vous ne continuez pas. Au-delà du changement du moteur, surtout l'idée de la mise en place d'une négociation, ça serait plutôt d'aboutir en fait à une indemnisation, c'est-à-dire d'avoir une transaction qui va venir vous permettre de récupérer de l'argent puisque vous avez acheté ces véhicules. C'est pas, on n'est pas là pour finalement qui vous change juste le moteur. Ok? C'est plus une demande qui effectivement sera indemnitaire. Tout est expliqué sur le site pour les D'accord. pièces qu'il faut communiquer. Ok. Si vous avez en plus des pièces comme cette vidéo que je ne connais pas et qui peut être intéressante, vous Mhm. pouvez la communiquer. Simplement, une vidéo, il faut bien comprendre, en droit, c'est compliqué à utiliser parce que il faudrait le redater, il faudrait être sûr Mhm. que c'est bien le bon moteur, que c'est bien le même véhicule, qu'il n'y a pas parce que sinon on donne le bâton pour se faire battre et on est un Mhm. petit peu dans l'hypercritique en disant oui mais regardez c'est peut-être pas le véhicule de monsieur, comment savoir si c'est bien son véhicule qui est examiné, etc., etc. Donc On voit la c'est pour ça plagiat. que l'avantage de la procédure qu'on propose permet justement de bénéficier à tous. Mais après, ça peut être un élément de visuel qui peut être intéressant. Donc, à voir. Mais ça, il faudra voir avec l'équipe qui gérera les pièces. Vous signez une question qui est intéressante, c'est que, par exemple, on pourra reprocher le moment venu à Stellantis de ne pas avoir créé sur son site ou ailleurs un moyen pour vérifier à tout moment que le véhicule d'occasion ou neuf qui est commercialisé a fait l'objet d'un rappel.
Tout à fait, parce que Et j'ai regardé sur Internet et à aucun moment j'ai trouvé, ils mettent sur Internet qu'on peut rechercher les rappels en mettant le numéro VPN, je crois, de la carte grise, VIN. VIN, pardon. Et en le mettant, en fait, ça ne me mettait pas que j'avais été rappelée. C'est vraiment Peugeot qui me l'a dit, mais qui Qui n'a pas prouve pu qu'ils ont me bien la liste prouver. des véhicules rappelés. Voilà. Mais par contre, ils m'ont pas donné les éléments, ils m'ont bien dit Mais que votre c'était témoignage, vous voyez, confidentiel. c'est aussi pour ça que ce genre de réunion est intéressant. Votre témoignage, moi, me donne une idée, c'est que pour moi, c'est une faute supplémentaire. On ne permet pas aux acheteurs de vérifier s'ils sont concernés ou pas par le rappel. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le prix qui vous est proposé, c'est un prix qui est extrêmement bas, moins cher que ce que prend en charge votre assurance, et que ça tient compte du fait qu'il y a une mutualisation de l'action avec un grand nombre de participants. Si vous voulez un traitement individualisé de votre dossier, c'est possible, mais ça ne sera pas au prix de 159 euros. Ça, il faut bien être conscient. Donc, écoutez, moi, je voudrais dire aux gens, surtout, ne partez pas individuellement. C'est ce que j'ai fait depuis l'achat de mon véhicule, hein. Les problèmes sont arrivés très vite. C'est ce que j'ai fait. On est passé par un référé. Le juge a missionné un expert pour une expertise judiciaire et, ça s'est mal fini, étonnamment. Étonnamment, je dis ça parce que dans les documents réclamés par l'expert judiciaire à Peugeot France et aux diverses concessions qui ont eu ma voiture entre les mains, j'ai des preuves concrètes comme quoi le problème qu'avait mon véhicule, moi j'avais un problème de ralenti, comme quoi le problème était connu et que, quoi qu'il en soit, toutes les petites interventions ou les grosses euh, qui pouvaient éventuellement minimiser le problème ne servaient à rien. Tout ça, c'est noté noir sur blanc dans les documents les documents officiels suite à mon expertise judiciaire. Donc, j'ai des preuves, moi, comme quoi déjà une partie des symptômes liés à ce problème de courroie sont connus et que malgré tout ce qu'on peut faire, eh bien, on n'arrivera jamais à les résoudre. Il y a aussi quelque chose de technique que j'aimerais remonter, dont je voudrais vous faire part. C'est que, étonnamment, il y a des codes défauts qui visiblement sont enregistrés dans les véhicules Mhm. par le calculateur, mais Ouais. qui ne sont pas indiqués par le voyant défaut au conducteur. Moi, par exemple, et ça aussi c'est indiqué dans les documents que j'ai officiels dans mon dossier, c'est-à-dire que vous avez un code défaut qui revient en permanence. Alors, je ne sais plus lequel, hein. Bon. Mais en tout cas, c'est un code P3061, quelque chose comme ça. On a identifié cette question. Voilà. Et ce code défaut, on se renseigne sur Internet, en fait, c'est un code défaut qui dit attention, soit cliquetis rumble, ça c'est des choses qui détruisent un moteur, hein. Encrassement moteur, encrassement pot catalytique ou bien faisceau électrique. Et il faut savoir que ce code-là, le conducteur, le propriétaire, n'est pas au courant. Il n'y a que Mhm. Peugeot, lorsqu'il branche le véhicule, qui sont au courant de À la ces valise. codes. C'est inadmissible. Bon, peu importe, je vais vite. Moi, j'ai des documents officiels suite à une expertise judiciaire qui prouvent une culpabilité Alors, de Peugeot. Voilà. c'est le juge qui dira si c'est la culpabilité. Vous avez des éléments qui nous intéresseront, et je vous invite à prendre contact avec l'équipe
Maïléo qui sait traiter ce genre de demande parce que justement, c'est l'avantage, encore une fois, d'agir tous ensemble et de manière collective, c'est qu'on va rassembler tout un tas d'expertises diverses et variées sur tout le territoire avec des experts différents qui avaient des véhicules différents qui vont nous permettre de démontrer qu'il y a une véritable volonté de dissimuler de la part de Stellantis. Et c'est ça qu'on va aller ensuite faire sanctionner. Et peut-être que dans les éléments techniques que vous avez évoqués, on trouvera d'autres informations qui prouveront que véritablement ce vice sériel est extrêmement grave. Normalement, le rapport d'expertise n'est pas confidentiel. Donc, si vous nous communiquez le rapport d'expertise et ses annexes et ses dires, c'est comme un jugement, c'est public, c'est pas gênant en soi. Je vois pas comment on pourrait vous reprocher d'avoir violé le secret des affaires de Stellantis. D'accord? Surtout que vous n'êtes pas un concurrent et que vous n'avez pas l'intention de fabriquer des moteurs ou des véhicules. Donc, je pense qu'on peut vous rassurer là-dessus, nous communiquer des informations, et puis nous, on peut aussi faire en sorte qu'on n'identifie pas la source. Comme d'ailleurs l'ont fait Renault dans le dossier où ils ont caviardé beaucoup d'éléments. On avait parfois des pages où il y avait un mot simplement sur toute la page qui était visible. Mais peu importe. Votre témoignage est intéressant et les documents que vous avez peuvent nous être très utiles. Je peux faire une petite observation parce que effectivement dans le site, il y a des gens qui ne comprennent pas bien puisque effectivement il y a donc le site Myléo qui propose une action, donc c'est cette négociation et cette procédure qui va viser à obtenir des documents, mais il y a aussi un autre site sur lequel apparemment vous êtes de très nombreux à être Ah inscrits, oui. le site la collectif puretech.zd, qui lui est finalement plus un site qui recense les problématiques. Mm. Donc faites attention parce que j'ai pu voir que certains ne voyaient pas Oui, qui était qui. Et juste le- pour revenir très rapidement sur ce que vient d'être dit par Ronan, effectivement, cette question des codes défauts, ça peut donc, et sans dévoiler totalement toute notre stratégie, ça peut faire partie de justement des documents qu'on va demander. C'est-à-dire qu'au-delà des notes internes, des rapports, des audits, etc., ça, effectivement, c'est quelque chose en plus que, comme vous a dit Maître Legvac, nous, ici, on avait vu. Et pour éviter, en fait, la problématique que vous avez rencontrée, vous, en étant tout seul, c'est effectivement, si on a 1500 euros, 1500 euros, pardon, je suis fatigué, 1500 personnes qui ont ce code défaut, qui ont le même, c'est là où on permettra, ce qui permettra de démontrer la sérialité du problème. Et donc, Stellantis ne pourra pas finalement se cacher derrière, soit, comme j'ai pu l'entendre, les garagistes, une mauvaise utilisation du véhicule, etc. Donc, effectivement, ça, c'est des infos donc, qu'on a déjà vues, nous, mais qui pourront être utilisées plus, pour en le gros, il y compte aura commun, des personnes pour qui le auront compte leur action. collectif. Oui, du coup, je voudrais revenir sur le site web. Donc, c'est un site, le tout premier, là, .zd.lu. C'est vraiment un site voilà, qui est géré par nous. Je réponds quand je peux, quand j'ai des questions. Bon, là, ça fait un moment que j'ai pas pu répondre, mais c'est un vrai site et c'est un site plutôt, prenez-le comme un site d'intention d'action. C'était vraiment, on a mis ça en place pour avoir une liste de victimes et afin de le partager à divers cabinets d'avocats qui souhaitaient prendre en charge qui souhaitaient prendre notre action. Donc, merci à Monsieur à Maître Legvac d'avoir pris voilà, le lead là-dessus. Donc maintenant, le but ce sera de communiquer à toutes les personnes inscrites sur ce site, donc à peu près 1600, 1700 personnes, que maintenant MyLeo Prends le relais. prend le relais et il faut s'inscrire sur ce nouveau site. Donc les données qui ont été partagées, c'est pour nous ce qui était important, c'est vraiment la façon de vous contacter par mail. Donc cette liste sera partagée à MyLeo. Et on modifiera notre site voilà, pour pas qu'il y ait Pour d'ambiguïté. renvoyer. Donc on est trois. Donc il y a moi-même, il y a Cédric et Ambre, donc qui a pris la parole tout à l'heure.
Ambre. Donc Cédric a rédigé pas mal de documents pour justement qu'on puisse créer cette association. Et donc c'est en cours. Après, je laisse la parole à Cédric ou à Ambre si vous voulez en dire un peu plus. Mais voilà, moi ça Alors, change pas allez-y, au niveau de Cédric la ou Ambre. motivation. Du coup, je me permets. Donc, ouais, Allez-y. emblème Dieu, comme un homme et un dieu, hein, c'est tout accroché, qui n'apparaît pas du coup sur la réunion Zoom. L'association, elle aura pour but justement de diffuser un peu le message parce que quand on se promène dans la rue, on voit qu'il y a énormément de PureTech en circulation. Et on s'est posé la question de est-ce toutes ces personnes qui n'utilisent pas Facebook, qui ne sont pas sur les réseaux, n'ont peut-être jamais entendu parler du problème et sont sûrement concernées. Donc, première étape, diffuser l'information. Deuxième étape, aider et diriger les victimes vers le site MyLeo, justement, et leur expliquer comment ça va se passer. On va plus être là pour faire un pont entre vous et le groupe Facebook qui, pour Très l'instant, bien. a trop de crédibilité. Là, maintenant, il en aura puisque ce sera une association validée par la préfecture. Très bien. Voilà. Et Et alors, si je peux me permettre de vous donner quelques idées, dans le oui. dossier Renault, on a une association qui a été créée par Olivier Blanchet, qui était le lanceur d'alerte initial, un peu comme Monsieur Zerniak, qui est très Mhm. très actif. Il a même fait il a des tas d'idées. Notamment, il organise un tour de France des Ah, victimes. Et il va chez les gens et il les fait témoigner. Il fait des petites vidéos de 3 5 10 minutes. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, c'est des témoignages à la fois mhm. différents mais récurrents. Et ça permet aussi aux personnes qui auraient voulu s'exprimer ce soir d'avoir un peu de temps pour elles pour le faire. Et l'association, alors, soit il se déplace personnellement, soit ça peut se faire par visio. Et c'est une activité qui permet justement aussi, qui a une vertu, on dirait, cathartique, c'est-à-dire qui permet d'exprimer toute la colère et tout le ressentiment que vous pouvez avoir contre ces industriels qui vous maltraitent depuis trop longtemps. Alors, juste une question peut-être, Ambre. Comment on vous contacte? C'est par le site qui existe déjà, c'est ça? Alors, on va reprendre l'hébergeur du site parce que le site qui existe déjà avait été créé par Elsa qui, du coup, est sortie de l'action. Donc, nous, on va reprendre un autre hébergeur, on va tout retransférer et on pourra nous contacter via ce site. On restera toujours actif sur le groupe Facebook aussi pour répondre aux éventuelles questions. De toute façon, on D'accord, diffusera, on aura la validation de la préfecture, on diffusera tout ce qui est nécessaire. parfait. Alors, si vous expliquez tout à l'heure sur les chefs de préjudice, vos préjudices sont déjà, en quelque sorte, consommés. Ils existent déjà. Le préjudice moral Oui. pour avoir conduit un véhicule dangereux, tant que vous l'avez conduit, même si vous le rendez aujourd'hui, ça n'effacera pas le passé. Si vous avez eu des frais d'huile ou des frais d'entretien ou quel qu'il soit, pareil, vous avez à avoir un préjudice. Et si vous allez le revendre en faisant une moins-value, cette moins-value est une source de préjudice. Donc, vous voyez, même le fait de revendre le véhicule ne vous empêche pas de continuer à participer. Simplement, D'accord. je vous mets en garde, c'est que ne faites pas comme Stellantis, il faut que votre acheteur ne puisse pas se retourner contre vous. Bah, après, je voulais le faire récupérer par soit C'est mieux. Aramis Auto ou des choses comme Voilà, ça, c'est ou mieux. même, Après, ou même un constructeur, comme ça, il n'y a plus de problème. Mais d'accord. c'est vrai que moi, j'ai changé ma courroie et puis en fait, ma courroie, Peugeot, c'est pareil. Ils m'ont dit, bah, comme tous les entretiens n'ont pas été faits chez Peugeot, etc., Oui, mais on peut pas le prendre en charge. Du coup, en fait, c'est moi qui ai payé entièrement la courroie, quoi. L'idée de la transaction, c'est de dire, voilà, nous représentons 1000, 1500, je ne sais pas combien de personnes, et nous souhaitons que vous nous fassiez des propositions concrètes et précises que nous irons ensuite présenter à nos mandants, aux participants. On ne va pas y aller en ayant une idée préconçue en tête parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Et ce n'est qu'après, quand on aura vu leur positionnement, qu'on pourra soit leur dire, ben, écoutez, vous reprenez votre vieux véhicule, vous en donnez un neuf et on ne paye pas de différence, par exemple, il ne faut pas rêver non plus, soit vous faites la réparation à vos frais, soit vous nous indemnisez le préjudice de manière
sonnant et trébuchant. Il y a plein de possibilités, donc tout est ouvert. On va d'abord savoir s'ils sont prêts à discuter. Parce que sans cela, si on vient avec une idée préconçue, ça leur permettra de dire, ah oui, mais vous avez une exigence folle et extravagante, donc on ne pouvait pas discuter. Non, nous, on veut savoir, est-ce que Stellantis est capable de proposer une solution rapide et satisfaisante aux consommateurs que vous êtes? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on en tirera toutes les conséquences, et dans ce cas-là, on ira discuter devant le juge. Donc, on a vu qu'il y avait une consommation d'huile qui se faisait la semaine dernière ou il y a 15 jours. On l'a amené chez notre garagiste qui nous a fait le processus de pesée d'huile très rapidement. Et accrochez-vous, en quatre jours, on avait la proposition de Citroën pour remplacer le moteur. Donc, ce qui veut bien dire qu'à mon avis, ça commence un petit peu à prendre des proportions assez Et l'intérêt de importantes. l'action collective. Voilà, exactement. Ils commencent, à mon avis, ça commence à leur arriver aux oreilles. Ils commencent un peu à avoir les foies. Et là, j'ai pas encore vu le document, mais j'espère qu'il n'y aura pas la clause dont vous avez parlé tout à l'heure, Maître, qui disait si vous réparez, vous vous engagez à pas nous poursuivre. Parce que là, voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était est-ce que la DGCCRF a été saisie de l'affaire au niveau gouvernement? Parce que pour moi, c'est clairement l'instance qui aurait dû être saisie à un moment donné en tant que protection de consommateurs. Pour y avoir travaillé avant, en plus, c'est quelque chose que je connais par ailleurs au niveau de leurs actions. Ça, c'est le premier point. Et troisième question, est-ce que le ministère de l'écologie a été saisi? Parce que l'huile qui est consommée dans ces moteurs-là, pour vous dire, hein, moi, je consomme 1,5 litre d'huile sur 1000 km. Donc, l'huile qui est consommée dans ces moteurs-là, elle se retrouve forcément dans l'atmosphère. Et je pense que si on arrivait, en plus de notre action de groupe, avec une association environnementale qui porte le dossier, ça aurait un autre poids aujourd'hui avec ce qu'on connaît sur l'environnement. Alors, c'est pas impossible. Ça, la porte est ouverte à toute association. Si vous en connaissez, vous pouvez leur proposer. Pour répondre à votre question, la DGCCRF, dans ce genre de dossier, est toujours un petit peu à la ramasse et prendre tout un tas de prétextes pour renvoyer à un conflit individuel pour dire que ça ne la concerne pas. Ce qui est toujours un peu surprenant. En tout cas, dans le dossier Renault, on les a titillés un petit peu et les informations qu'on a obtenues n'étaient pas très satisfaisantes. Sur la question du ministère de l'écologie, ça peut être une piste intéressante et surtout d'un point de vue procédural, c'est une infraction différente qui en plus est continue, donc ça nous permettrait de poursuivre Stellantis aujourd'hui. Ben, là, c'est vous qui devez voir. Vous n'avez pas de problème aujourd'hui, mais d'après ce que je comprends, ça peut aller très vite. Donc, D'après ce que j'ai pu comprendre aussi, oui. Comme quoi, il aurait pu aussi ne jamais peut-être avoir de problème. il peut y avoir un effet, je vais dire, intéressant pour vous, c'est de se dire, au moins si on arrive à négocier, je pourrais peut-être avoir un véhicule plus neuf et moins risqué. C'est tout. Mais Et ça, c'est vous qui devez l'apprécier. déjà, là, pour rejoindre l'action collective, L'action, c'est myleo.legal, tout est expliqué. ok, ben, j'avais fait un tour. myleo.legal. Et vous verrez, on a essayé de faire un travail pédagogique, on a détaillé, on vous explique ce qu'on sait, ce qu'on va faire, combien ça coûte, ce qu'on vous demande comme pièce, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà 4 ou 5 personnes qui s'étaient inscrites, c'est bien, en 1 heure. On va voir ce que ça va donner demain matin après le bruit que va faire RMC. Il est possible qu'après RMC, il y ait pas mal de journalistes qui prennent contact avec nous. Et je vous invite, chacun dans vos régions, de ne pas hésiter à contacter vos journalistes locaux. Ils seront très intéressés par vos témoignages et par le même biais, on pourra parler de l'action comme ça. Voilà, si vous le voulez bien, ça fait plus d'1h40 qu'on est ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné. Et je vous dis à très bientôt sur les différentes réunions qu'on organisera dans la vie. Au revoir.